enchanté, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi aussi de m'inscrire dans la continuité très nette des deux intervenants précédents, puisqu'il y a effectivement une interaction très intéressante à trouver entre la démocratie représentative dans ses formes traditionnelles et la participation au vote pour les citoyens, et la démocratie participative telle qu'elle se développe avec un enthousiasme remarqué plus net ces dernières années, et l'interaction entre les deux, bien sûr, dans l'esprit ce que le constitutionnaliste français, je trouve que l'expression est bien trouvée, il parle de démocratie continue, c'est-à-dire que les deux se complètent et se renforcent si elles sont bien faites. Je m'inscris aussi dans la lignée de ce qui a été dit, parce qu'il y a effectivement, on constate une évolution vers un effort d'inclusion croissant de populations diverses. Il y a aussi un mouvement au niveau européen, donc d'arriver à instaurer des démarches participatives et des processus de délibération qui associent des citoyens de différents pays. Et puis, il y a aussi un processus d'institutionnalisation. Et donc, on a une démocratie qui, en ce moment, malgré tous les assauts contre elle, et on a vu le dernier Democracy Index de l'Economist Intelligence Unit, ce rapport qui sort tous les ans comme d'autres, on voit bien que la démocratie subit des assauts, est soumise à compétition, que cette période de Covid renforce les arguments de certains qui disent que la démocratie, en tout cas ils veulent présenter les choses comme ceci, ne serait pas forcément apte à répondre aux enjeux. Et on a vu pendant cette période de Covid qu'effectivement, associer des formes d'expertise différentes à la décision publique, que ce soit sur des aspects très techniques, voire scientifiques, mais aussi sur des aspects techniques et de vécu, de qualité de vie, etc., était un impératif aussi dans les situations d'urgence. Donc, on apprend, on continue d'apprendre, et moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est un petit peu quelques réflexions, quelques propositions pragmatiques dans cette mouvance. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que les citoyens aient envie de participer à des dispositifs que l'on met à leur disposition. Je m'inscris tout à fait dans la lignée de ce que M. Minrochand disait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir comme quelque chose de décevant le fait que les citoyens disent vouloir disposer de moyens de s'impliquer, mais ne s'impliquent pas forcément toujours autant. Je dirais que c'est humain, c'est incontournable. Nous sommes tous, en tant que citoyens, nous ne sommes pas que des citoyens, nous avons différentes dimensions dans notre vie, en tant que membres de famille, professionnels, etc. Et donc, entre l'intention et la capacité de s'impliquer, il y a toujours un décalage. Et néanmoins, c'est du ressort des institutions de fournir ces dispositifs et de faire en sorte qu'ils paraissent pas dans le sens superficiel, mais qu'ils apparaissent, qu'ils soient visiblement utiles aux yeux de tous ceux qui se disent « bon, c'est bien, mais moi, je n'ai pas eu la possibilité ou l'envie de participer ». Et donc, il faut accepter cette limite de participation et en même temps offrir des opportunités et montrer qu'elles ont une utilité visible. Et pour cela, montrer qu'elles ont de l'impact. Alors, Minrochand a montré différents dispositifs qui montrent l'institutionnalisation croissante, que des autorités publiques ont compris ce besoin. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est 3 idées qui pourraient être mises en œuvre avec les institutions européennes, et on pourrait les imaginer pour d'autres niveaux de gouvernance, et qui pourraient peut-être être aussi du ressort de la société civile, de les promouvoir en mode militant, pour pouvoir faire se rencontrer cette attente de canaux de participation et cette compréhension qu'ont certains acteurs publics du fait qu'il faut mettre en place ces canaux. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer une page du site de la Commission européenne, qui est celle-ci. Participer à l'élaboration des politiques européennes. J'imagine que vous le voyez bien. Cette page, donc je pourrais partager l'adresse de l'URL, mais donc c'est la page sur le site de la Commission européenne où on vous explique comment, en tant que citoyen, vous pouvez avoir une voix, comment vous pouvez
comme il est indiqué, participer à l'élaboration des politiques européennes. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Bien, il y a des dispositifs que vous connaîtrez certainement très bien, comme l'initiative citoyenne européenne, qui a fait l'objet ces derniers temps d'une réflexion sur comment lui permettre d'avoir plus d'impact. La possibilité d'adresser une pétition au Parlement européen, des consultations sur les politiques publiques. On a des ébauches de législation que la Commission européenne soumet pour avis à tous ceux qui veulent le donner. Il y a ensuite des dialogues avec les citoyens. C'est une démarche qui a été mise en place depuis quelques années, par laquelle des commissaires, des membres de la Commission vont, entre guillemets, sur le terrain et discutent, dialoguent avec des citoyens. Et puis, vous avez depuis plus récemment quelques consultations sur des sujets particuliers, par exemple sur le Green New Deal, sur le Covid, etc., qui sont accessibles ici. Et enfin, vous pouvez introduire des plaintes auprès de l'Ombudsman, du médiateur, l'Office européen de lutte antifraude, etc. Et tout ça régi par, avec un registre de transparence de l'Union européenne qui permet de voir qui sont les acteurs qui s'impliquent dans ces dispositifs. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il y a une initiative citoyenne européenne dont on sait que les conditions de mise en œuvre sont assez lourdes et que l'impact en termes législatifs a été à ce jour très limité. Pétition au Parlement européen, eh bien oui, il y a des citoyens qui s'en saisissent, avec parfois des impacts, mais ça reste relativement limité en termes d'impact également. Les consultations publiques sur des dispositifs législatifs, eh bien, les statistiques et la pratique montrent que c'est essentiellement un outil au service des groupes d'intérêt, ce qui est peut-être très bien, mais c'est peu saisi par les citoyens ordinaires qui s'exprimeraient sur des propositions législatives. Que les dialogues citoyens sont une avancée, mais c'est avant tout un dispositif d'information plus que de dialogue, c'est-à-dire que c'est la possibilité pour des commissaires d'aller expliquer leur démarche et d'avoir un certain retour, mais de publics qui sont en général assez limités, assez un peu sélectionnés par la Commission européenne. Ça va être des étudiants dans les universités, ça va être et donc la dimension dialogue est relativement limitée, et certainement l'impact sur les politiques également. Et les consultations sont aussi un nouveau dispositif qui est intéressant, mais la manière dont leur apport est traité par les politiques européennes est relativement peu clair. Donc, je ne présente pas ici le verre à moitié vide, je présente ici un verre en train de se remplir. C'est-à-dire qu'on constate une volonté de multiplier les canaux de communication. Par contre, continuer à remplir ce verre, en fait, c'est ça mon propos aujourd'hui, ma proposition avec vous. Je pense qu'il faut qu'on continue à être imaginatif, comme M. Minrochamp l'a été avec la communauté germanophone et le GMIL et d'autres acteurs. Il faut qu'on propose des dispositifs dans un esprit, je dirais, un peu de recherche et innovation. La démocratie continue, doit continuer à avancer, doit continuer à expérimenter. On a appris beaucoup de choses. On sait aujourd'hui faire une délibération citoyenne qui met en capacité des citoyens, peut apporter des opinions, voire des idées nouvelles aux acteurs politiques, mais il faut qu'on continue d'expérimenter. Alors, je vais vous proposer 3 idées issues de mon chapeau, si je puis dire, et je serais ravi d'avoir le retour des participants. Et ces idées avaient été partagées, je pourrais vous donner le lien, dans un article que la Carnegie Foundation avait publié il y a quelques mois. Alors, le premier, je proposais la création de ce que j'appellerais Europe's Citizen Committee for the Future. Alors, de quoi il s'agit? J'ai remarqué que au moment du Brexit, les députés européens britanniques, bien sûr, sont partis du Parlement européen. On avait 73 sièges dédiés aux parlementaires européens britanniques, dont 27 ont été réalloués, y compris à la Belgique, qui a eu, si je me souviens bien, un siège de plus. Donc ça laisse 46 sièges, qui aujourd'hui sont un peu une réserve, au cas où se présentent de nouveaux élargissements de l'Union européenne. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer au Parlement européen de faire une expérimentation par laquelle, inspiré de nombreux dispositifs
compris ceux que M. Rochon a présentés, d'assemblées citoyennes, on inviterait un contingent de 46 citoyens, par exemple sur une base annuelle, on fait tourner avec les savoir-faire que l'on connaît en termes de tirage au sort, etc., issus de toute l'Union européenne, donc aussi représentatif que possible dans ses limites, mais certainement donc très diversifiés, et qui auraient pour mandat, d'où le nom que je propose de Committee for the Future, d'avoir des prérogatives, pas équivalentes, mais significatives, pas équivalentes à celles de commission parlementaire, mais significatives, avec l'idée de regarder les enjeux sous l'angle du long terme. Nous tous, il n'y a aucun expert du long terme, il y a des spécialistes de prospective, etc., mais personne n'est, investi d'un savoir plus fort que d'autres sur qu'est-ce que doit être l'avenir. C'est notre choix à tous en tant que société. Et donc ça me semble, on connaît les défauts en termes de court-termisme des politiques publiques, mais ça me semble en plus éthiquement intéressant de se dire que les citoyens apportent leur éclairage sur quelques projets législatifs importants, en étant saisis par les parlementaires ou en prenant l'initiative d'apporter leur éclairage sur des enjeux de type changement climatique, intelligence artificielle, il peut y avoir plein de sujets, pour dire, nous, selon nous, d'ici 10, 20, 30 ans, sur ce sujet-là, voilà ce qu'on propose, voilà les points d'attention, etc. Donc, un point de relais au sein du Parlement européen, entre citoyens et population, avec, on pourrait imaginer, un dispositif de soutien, des méthodologies de délibération, tout est à imaginer, mais ça me semblerait de nature à casser cette idée que, en revenant à la page du site web que je vous montrais, qu'il y a des dispositifs complexes et dont il faut prendre l'initiative de se saisir. Ici, on mettrait des citoyens au cœur de la machine, avec la capacité de s'exprimer, de porter une voix au plus près du dispositif de formation des politiques publiques. Voilà, une première idée. Deuxième idée, peut-être pas très originale, mais je l'avoue, je m'inspire directement de ce qui se passe autour de nous. On connaît le grand succès des dispositifs de budget participatif, qui aujourd'hui sont essentiellement au niveau municipal, même s'il y a eu des initiatives au niveau régional et même au niveau national pour le Portugal. Eh bien, si on imaginait que la prochaine négociation sur le budget européen, vous savez, c'est tous les 7 ans, bien qu'on consacre une part aux citoyens. Alors, il faudrait imaginer comment le faire. Il faut probablement que les projets qui pourraient être proposés par les citoyens aient à la fois une dimension locale pour qu'ils puissent s'y investir et un enjeu européen. Là aussi, tout est à imaginer. Mais je suis convaincu qu'on pourrait y voir la même vertu transformatrice que ce qui a pu se constater en termes d'implication des citoyens au niveau local ou autre. Et on sait aussi là que la démocratie est en train d'apprendre et est en marche. On sait que, par exemple, Paris, qui est une ville qui a pris ce sujet très au sérieux, eh bien, en ce moment est en train de réviser son processus parce que c'est complexe d'associer les citoyens et de leur donner vraiment la capacité d'influencer et que cet impact soit utile, etc. Mais bon, commençons à apprendre aussi, je pense, ça serait symboliquement très fort que les citoyens puissent participer à façonner le budget européen. Troisième point, et on pourrait imaginer que troisième proposition, que cette proposition soit mise en œuvre en même temps et se renforce ou pas, ou soit mise en œuvre isolément. Je propose de s'inspirer de la journée de la délibération proposée par l'universitaire américain James Fishkin de Stanford. J'avais monté avec lui en 2007 le premier sondage délibératif pan-européen. Ça s'appelait Tomorrow's Year. Première initiative en 2007. À l'époque, je peux vous dire qu'on était moins bien accueillis qu'aujourd'hui. On nous disait, les citoyens, il ne faut pas leur demander ce qu'ils veulent, il faut leur montrer la voie. Je cite quasiment dans le texte. Mais donc, sondage délibératif, processus très rigoureux d'implication d'un échantillon représentatif de citoyens. Donc, on l'avait fait au niveau à l'échelle de l'Union européenne. C'est à la fois complexe à mettre en œuvre,
parce qu'on est à l'échelle de 27 États membres, etc. Il y a les langues, il y a certains coûts, mais en même temps, on maîtrise la chose. D'ailleurs, il y a eu d'autres sondages délibératifs au niveau européen depuis. Et donc, je pense qu'il serait là aussi symboliquement très fort de dire, une fois par an, on met en place un sondage délibératif sur un enjeu important. Je pense qu'on pourrait le rattacher à la déclaration sur l'état de l'Union du président de la Commission, avant ou après, idéalement avant, de dire, ben voilà, sur un sujet très important, que penseraient les citoyens européens s'ils avaient l'opportunité de se réunir dans la même pièce, de s'informer, de délibérer ensemble, de regarder les différentes options. Ce qui est très puissant, je trouve, et très intéressant avec cette démarche, c'est que ça ne fournit pas une recommandation, comme peut faire par exemple une conférence de citoyens avec nos 10 recommandations, vous pourriez considérer ci, ça et ça. Ça donne plutôt une orientation. Si les citoyens ont l'opportunité de se rencontrer, entre l'opinion à froid que nous apporte l'Eurobaromètre ou d'autres sondages, qui est plus ou moins intéressante, ici on a une évolution vers une opinion, une fois que les citoyens ont eu la possibilité, dans un contexte bien maîtrisé de délibération équilibrée, etc., de discuter ensemble. Voilà. Alors, trois propositions qui me semblent totalement faisables, d'ailleurs réfléchies sans besoin de modification des traités européens, que la société civile pourrait promouvoir pour encourager, que les institutions européennes pourraient vouloir mettre en œuvre, qui s'appuient sur des démarches qui sont expérimentées, qui sont valides, qui sont testées, qui sont rigoureuses et cohérentes au niveau européen. Et là, pour ceux qui suivent un petit peu les débats autour de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne et les possibles consultations citoyennes, où certains, dont je fais partie, craignent qu'on développe des processus un peu ad hoc, qui soient assez bancals, qui ne soient pas cohérents entre pays européens, et au final où la clarté de la contribution des citoyens ne soit pas évidente. Donc, des processus qui soient implémentables, pas de modification des traités, qui aient un impact visible et qui symboliquement montrent aux citoyens qu'ils ont prise sur la décision, beaucoup plus que ce que permet aujourd'hui cette page que je vous ai montrée sur Have You Say, ayez votre mot à dire sur les politiques européennes. Donc, que ce soit celle-ci ou d'autres, j'espère qu'on aura le plaisir de voir des idées de ce type émerger dans les prochains mois et années, et je serai ravi d'avoir votre retour. Merci.